Je suis Théophile Ngapa, je suis docteur en droit et sciences criminelles. J'ai fait une thèse notamment sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique centrale, dont une analyse à la lumière des normes et standards européens et internationaux. Donc, cette thèse a été soutenue à l'université de Poitiers, mais c'était une thèse en co-tutelle entre cette université et l'université de Tchon au Cameroun. J'ai travaillé pendant longtemps et je travaille encore aussi comme enseignant-chercheur dans certaines universités en France et en Afrique, donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale aussi. J'exerce également comme avocat, donc je suis aussi praticien, notamment de ces questions. Et au-delà de tout, je suis expert consultant international donc pour toutes les questions qui concernent la criminalité financière, la criminalité organisée, la lutte contre le terrorisme et la promotion de la coopération internationale en matière pénale. Donc c'est généralement dans ce cadre que j'apporte le plus souvent une assistance législative ou bien que j'anime des ateliers d'experts ou des ateliers de formation à l'attention non seulement des magistrats, OPJ ou bien poursuivants, mais aussi à l'attention des institutions bancaires et financières ou alors même des entreprises purement privées. Il s'agit d'une thèse notamment qui revient en quelque sorte sur cette volonté internationale d'éditer des normes et des standards qui devraient s'appliquer de façon, on peut dire, presque uniforme à l'ensemble des pays afin de coordonner au niveau international la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et je suis parti d'une réflexion en lisant ces différents textes et aussi en prenant connaissance des recommandations qui étaient faites. Et je me suis demandé, mais tous ces textes sont centrés notamment sur la prédominance du secteur bancaire et financier. Est-ce qu'il va dans l'intérêt des pays africains et notamment même des pays de la CEMAC de chercher à tout prix la conformité à ces normes et standards dans un contexte socio-économique et même culturel différent? Nous sommes dans un pays où le taux de bancarisation est très élevé, où le marché financier est quasi inexistant. Et à quoi ça servait alors de vouloir notamment rechercher à tout prix cette conformité à ces normes et standards essentiellement centrés sur ces établissements bancaires et financiers? Et je suis arrivé au postulat selon lequel cette recherche de conformité n'était pas gage d'efficacité. Donc il fallait notamment repenser un système africain, on peut dire. Il fallait en quelque sorte domestiquer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique en ayant une approche propre au contexte local et compatible quand même avec les normes et standards européens et internationaux. Et c'est ce que j'ai proposé dans cette thèse et qui notamment a reçu l'adhésion de beaucoup de personnes. Et même le GAFI, dans cette dernière recommandation, a demandé au pays de pouvoir tenir compte des contextes propres pays pour adapter notamment ces normes aux réalités régionales, parce qu'un texte de loi, même la mieux rédigée, ne demeure que du droit virtuel si elle ne peut pas être appliquée en pratique. Donc voilà en quelque sorte la quintessence de cette thèse de doctorat. En principe, c'est que j'aimerais peut-être commencer par ce que je lis parfois sur Internet ces derniers temps, qui fait parfois l'actualité sur Facebook, où vous avez des groupes de personnes qui disent que groupe de blanchiment des capitaux, de multiplication d'argent. Bon, en réalité, ceux qui n'ont rien compris de ce qu'on appelle même blanchiment de capitaux. Donc, pour dire un peu plus simpliste, notamment le blanchiment de capitaux, c'est en quelque sorte un processus qui consiste à réintroduire dans le circuit licite de l'argent d'origine illicite. En quelque sorte, l'opération de blanchiment consiste notamment à vouloir donner une apparence propre à l'argent qui provient de la commission d'un crime ou d'un délit. Et le financement du terrorisme, quant à lui, est en quelque sorte, on peut dire, c'est un processus qui est presque inverse. Parce que pour le financement du terroriste, c'est notamment la mise, de façon simpliste, c'est la mise à disposition des fonds en sachant qu'ils seront utilisés pour financer des actes terroristes. Donc, quelle que soit l'origine des fonds, ça peut être des fonds d'origine licite ou illicite, peu importe, mais c'est la finalité qui est accordée à cet argent qui permet de caractériser cette infraction de financement du terrorisme. Donc, pour dire un peu plus simple, donc de façon un peu plus terre à terre et plus compréhensible par même le profane, donc c'est la définition que je peux donner de ces deux phénomènes.
Disons que la fraude aux virements, généralement la fraude aux virements internationaux intervient toujours dans un contexte d'arnaque. Généralement, ces expressions peuvent être utilisées l'une pour l'autre. Mais seulement la fraude peut parfois recouvrir des notions ou bien des comportements qui vont au-delà de l'arnaque. Puisque lorsqu'on parle d'arnaque, c'est quelque chose de délictueux. Donc ça suppose une spoliation d'un individu A par un individu B, ou bien d'un groupe d'individus A par un groupe d'individus B. Pourtant, la fraude, notamment, peut être même, la fraude peut être à l'initiative même du propriétaire des fonds, donc une façon notamment de effectuer un virement, mais en marge de la législation ou bien de la réglementation en vigueur. Mais dans ce contexte, je pense, dans le contexte de cet entretien, c'est plus l'expression arnaque. Bon, ou bien fraude, ou bien dans le sens de arnaque que nous allons peut-être utiliser pour conduire cet entretien. Donc, concernant les fraudeurs, il y a des techniques en principe les plus simples. Je pense que je vais peut-être pas rentrer dans les techniques peut-être les plus sophistiquées, je vais rentrer dans des techniques les plus simples que l'utilisateur lambda peut rencontrer au quotidien. La première technique qui est parfois la moins visible, mais qui est la plus répandue, est ce qu'on appelle notamment la technique d'utilisation des logiciels malveillants. Vous avez certainement entendu parler des virus, peut-être des virus informatiques qui sont soit en principe inclus dans des emails ou bien des pièces jointes ou bien alors qui peuvent infecter des supports électroniques que vous utilisez notamment au sein de votre entreprise. Et bon, on appelle le terme anglais, c'est le malware en quelque sorte. Il s'agit en réalité de logiciels en quelque sorte espions qui ont pour finalité d'espionner votre activité sur votre ordinateur et même votre activité sur Internet. Et lorsque je parle espionner l'activité, c'est dit en quelque sorte, ils collectent toutes les données que vous saisissez sur votre ordinateur. Et lorsque j'entends pas données, ça peut être vos identifiants de connexion, ça peut également être vos mots de passe pour l'accès à vos comptes bancaires ou bien à d'autres comptes auprès d'institutions financières ou bien des institutions des impôts, etc. Ça, à votre insu. L'autre technique qui est même le plus fréquemment rencontrée et donc qui peut beaucoup parler à tout utilisateur, c'est la technique de l'hameçonnage ou bien phishing si on veut utiliser le langage de Shakespeare. Donc c'est une technique qui consiste généralement à vous envoyer en quelque sorte un mail vous invitant, un mail, on se fait passer parfois pour votre banque ou bien pour votre institution financière ou alors même pour l'institution des impôts, vous invitant à vous connecter sur votre espace personnel et généralement pour régler soit une situation, soit pour vérifier, on peut dire quoi, une opération qu'ils estiment être frauduleuse. Et ce mail s'accompagne parfois d'une pièce jointe ou alors d'un lien hypertexte où on vous demande de cliquer pour vous connecter. En réalité, lorsque vous cliquez sur le lien, ça vous renvoie à une page qui va vous sembler être la page de votre banque, de votre institution bancaire. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un clone de la page de votre institution bancaire. Et lorsque vous remplissez le formulaire, notamment d'authentification, donc votre identifiant et votre mot de passe, vous allez cliquer et la page va mouliner, sans jamais atteindre la page de votre banque, mais à ce moment, vous avez déjà donné en quelque sorte les clés de votre maison aux fraudeurs. Et il peut falloir l'utiliser le temps que vous essayez de vous connecter, de vous reconnecter. Ils peuvent déjà l'utiliser à ce laps de temps pour se connecter à votre compte réel et essayer d'effectuer des virements de façon frauduleuse. Bon, essayer de le vider, hein, si on veut utiliser cette expression, si vous le préférez, bien sûr. Bon, la réalité, c'est que c'est une exigence notamment que les banques ont. La circulation des espèces, en quelque sorte, est limitée, notamment dans la zone CEMAC. Les différents règlements, que ce soit les règlements anti-blanchiment ou bien même les règlements de la COBAC concernant la circulation d'argent en espèces, imposent notamment aux établissements bancaires un certain seuil de transactions en liquide et même imposent à tout professionnel un certain seuil de transactions en espèces. Et aussi, dans le souci de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ou bien le financement du terrorisme, on veut avoir en quelque sorte une traçabilité sur les fonds que vous retirez
de la banque. Donc même s'il s'agit des fonds que vous avez légitimement gagnés, qui sont, on peut dire quoi, en adéquation avec l'activité économique que vous menez, le fait de vouloir les retirer en espèces pour un certain montant, donc même pas seulement, c'est pas jusqu'à 15 millions, hein, à partir d'1 million, je pense qu'il y a des vérifications, 1 million pour un particulier et même 5 millions pour un professionnel, il y a des vérifications que votre conseiller ou bien votre banque se doit d'effectuer avant d'autoriser notamment le retrait d'une pareille somme. C'est simplement dans le souci de lutter contre le blanchiment de capitaux et aussi le financement du terrorisme. Et c'est une exigence légale à laquelle ces banques ou bien ces institutions financières sont astreintes. Et ce n'est pas nécessairement qu'ils vous soupçonnent, mais ils ont l'obligation de procéder à toutes ces vérifications afin de vraiment se rassurer. Est-ce que vous dites qu'on est tenté d'aller voir ailleurs? Donc, cette thématique également, j'ai essayé de l'aborder dans ma thèse. Parce que c'est un réel souci pour les économies africaines. Ça peut être même contre-productif. Nous sommes dans une économie où la circulation, où l'argent liquide est notamment le principal mode de paiement. Et où des gens n'ont pas encore la culture de la banque, ou même du chèque, ou même des virements. Et toutes les transactions, on peut dire 80% des transactions, je parle en termes de volume, et non en termes peut-être de montant, sont réalisées en espèces. Poser ces limites, parfois peut gravement nuire notamment aux activités économiques, et à l'essor même des activités économiques. Et comme vous le dites, ça peut entraîner une méfiance même vis-à-vis du système bancaire et développer en quelque sorte une économie parallèle qu'on veut pourtant combattre en instituant ce genre de mesures. Et ça pose un véritable problème. Et ça, c'est l'un des points sur lesquels j'ai insisté dans ma thèse pour montrer qu'en quelque sorte, il faut aller step by step. Donc, tenir compte des réalités socio-culturelles et économiques des pays et adapter en quelque sorte cette lutte contre le blanchiment de capitaux de façon progressive, au point, avant notamment de prendre des mesures aussi strictes, comme le cas peut-être de la limitation drastique des transactions en espèces. Donc, pour revenir à l'évasion fiscale, comme vous le dites, l'évasion fiscale, la plupart du temps, l'évasion fiscale n'a pas de véritable corrélation avec la limitation même des transactions en liquide. L'évasion fiscale a généralement pour but de faire échapper à l'assiette d'imposition un certain nombre de revenus, donc un certain revenu. Et les techniques d'évasion fiscale, généralement, ça consiste en quelque sorte à cacher au fisc certaines recettes que nous avons tirées, notamment de nos revenus, de nos activités professionnelles. Et lorsqu'on dit évasion fiscale aussi, l'une des corrélations avec l'évasion fiscale, je dis parfois si parfois les paradis fiscaux existent, c'est parce qu'il y a également des enfer fiscaux. Donc en essayant de matraquer, peut-être par la voie de la fiscalité ou bien par la voie des impositions, les entreprises, ils n'ont pas d'autre choix que peut-être même pour leur propre suivi, que d'avoir des recettes, une caisse noire en quelque sorte. Ils pourront avoir certaines recettes non déclarées et qui leur permettent en réalité de survivre ou bien de supporter notamment la pression fiscale qui est associée notamment aux revenus si tous étaient déclarés. Je pense que c'est également cette problématique, cette corrélation qu'il faut trouver le juste équilibre entre le désir, le souci d'imposition et un impôt juste et raisonnable et viable aussi pour les entreprises. Et encore, dans des sociétés comme les sociétés africaines, ou le Cameroun en particulier, où les entreprises ont besoin de trésorerie, ils ont besoin d'être accompagnés et encouragés, notamment dans leur développement et dans l'expansion de leur activité, et où on sait aussi que le taux d'emprunt, le taux de crédit est parfois élevé et au lieu de favoriser notamment l'essor des entreprises, est parfois plutôt un goulot d'étranglement pour ces entreprises. Donc voilà en quelque sorte, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, mais voilà le commentaire que je pourrais apporter notamment à cette petite réflexion.